à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Et vous pouvez toujours aussi aller sur le site de On s'investit sur notre Facebook. Alors, vous pouvez poser vos questions directement là. Carl Simark est avec nous. Bonjour. Bonjour, François. On parlait des règles de la gestion privée. Peut-être nous rappeler les fameux 3 I. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'avec cette lettre-là, on peut trouver des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, surtout pour le client. Là. Oui, tout à fait. Le sujet m'est venu lorsque récemment, un client potentiel m'a contacté pour discuter de nos services de gestion de portefeuille en mode privé, comme on dit. Et il était confus parce que plusieurs conseillers financiers se targuent d'offrir des services de gestion privée, mais sans avoir vraiment modifié leur approche d'affaires. Alors, vraiment, notre présentation porte sur comment la gestion privée se démarque des autres styles de gestion. Et la gestion privée est caractérisée par la formule que nous avons appelée la règle des 3 I pour premier I, imputabilité, le second, indépendance, et le troisième, individualité. Parce que chaque cas est différent. Oui, chaque caractéristique, la gestion privée, en étant caractérisée par ces 3 éléments, font en sorte qu'on peut appeler ça la gestion privée. L'imputabilité. Exactement. Alors, la première affaire, à qui on parle? Exactement. Alors, le premier point sous-jacent à l'imputabilité, c'est avec, comme vous avez dit, François, la personne avec qui on parle. Et cette personne-là est-elle la personne qui prend réellement la décision des éléments, des titres qui vont composer le portefeuille, ou c'est plutôt un représentant d'une institution financière? Alors, vous comprendrez que si c'est un représentant d'une institution financière, vous êtes pas mal loin de vos profits parce que vous ne parlerez jamais au réel gestionnaire de portefeuille, celui qui prend les décisions quotidiennes sur votre portefeuille. Parce que le but, lui, c'est de faire de l'argent un peu, là, aussi. Là. On ne faut quand même pas s'en cacher. On ne fera pas l'autruche ce midi. Là. Il est là pour vendre des produits, puis quand il vend des produits, il est payé pour. Exactement, voilà. Exactement. Et ça amène directement le point numéro 2, là, la stratégie d'investissement. Si tu achètes tout le temps des produits qui, pour lui, c'est payant, alors la stratégie, elle est où là-dedans? C'est ça. Puis, comme il ne maîtrise pas vraiment la décision, les décisions, la stratégie de gestion de portefeuille, ils ne sont pas en mesure vraiment de rendre des comptes. Pourtant, des comptes qui sont très importants parce que l'imputabilité, il faut que tu rendes des comptes, il faut que tu sois capable de vraiment révéler le rendement qu'a obtenu finalement ton portefeuille et également de pouvoir comparer ce rendement-là à des barèmes qui donnent les outils nécessaires à votre client de pouvoir dire si, en tant que gestionnaire de portefeuille, vous avez fait une bonne job ou non. Bon. Je vois imputabilité versus responsabilité. J'aurais une question, Carl, là-dessus, parce que j'ai comme l'impression, moi, en tout cas en tant que client, là, par rapport à ceux qui gèrent mes affaires, imputabilité puis responsabilité vont de pair. Ça va de pair, mais il y a des gens que finalement, ils ne sont pas réellement responsables. Comme par exemple, si quelqu'un, un conseiller en investissement, travaille en mode, qu'est-ce que nous appelons, nous, en mode non discrétionnaire, il doit appeler le client avant chaque transaction pour obtenir son approbation. Alors, vous comprendrez que dans ce cas, il est très facile de rejeter la responsabilité ou l'imputabilité, si on veut, d'une décision chez le client. Parce que finalement, c'est le client qui a eu le dernier mot. Et comme le client est souvent mal placé pour décider d'un titre qui va dans son portefeuille, on est entre les deux, finalement. La boule tombe entre deux chaises, si on veut. On est entre deux chaises. On ne sait pas vraiment qui est responsable. Tandis qu'en mode vraiment discrétionnaire, où le gestionnaire de portefeuille décide du contenu du portefeuille, c'est le gestionnaire qui est responsable. Alors, il est vraiment imputable des résultats qu'obtiendra le portefeuille. Quand on parle d'indépendance pour, non pas un courtier, mais un gestionnaire en portefeuille en gestion privée, on veut dire quoi exactement? Bien, dites-moi comment fonctionne votre rémunération et je vous dirai où sont vos intérêts. Alors, lorsque le conseiller en placement perçoit des commissions de vente d'un fonds qui entraînent directement des pénalités à la sortie ou à l'entrée,
vous comprendrez que dans ce type de situation, cette rémunération-là n'est pas alignée avec les intérêts du client. Parce que le client pourra perdre jusqu'à 5 ou 6 si effectivement il n'est pas satisfait du fonds puis il veut le vendre avant, pas l'échéance, mais avant 5 ans ou 6 ans. Alors, moi, je trouve ce mode de rémunération-là totalement aberrant. Bon, et on parle aussi de l'obligation de promouvoir les produits d'un tiers puis l'équité entre tout le monde. Bien oui, parce qu'il arrive souvent que le conseiller travaille pour une grande institution financière. Alors, encore dans cette situation, vous comprendrez que le conseiller est incité à promouvoir les fonds qui sont gérés par l'institution financière, même si ces fonds ne sont pas les meilleurs qui sont disponibles sur le marché. Alors, le conseiller n'est pas complètement indépendant pour choisir le meilleur véhicule de placement pour le client. Bon. Petite question ici, là. Les banques, ils en ont des services de gestion privée, puis ils ont aussi de la gestion ordinaire. Là. Moi, on dirait qu'il y a cloisonnement. Gestion privée, c'est pour les bien riches, là, puis la gestion ordinaire, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est regrettable. C'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi. Exactement. Et c'est regrettable parce que si, effectivement, la gestion privée offre de meilleurs services, peu importe la taille de ton portefeuille, tu devrais être géré de la même façon. C'est clair. L'individualité, bien entendu, chaque cas est unique. C'est sûr que l'ADN d'un portefeuille peut se ressembler, mais il y a l'individualité, c'est-à-dire que chaque personne a son propre ADN également en même temps, même s'il y a du commun d'un portefeuille par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est fait sur mesure, que un seul portefeuille est fait pour tout le monde. Il faut qu'il y ait du sur-mesure là-dedans. Oui, parce que nous avons remarqué que les gens, les épargnants de tout horizon, laissaient beaucoup d'argent sur la table parce que leur situation financière spécifique n'avait pas été prise en compte. Alors, le gestionnaire de portefeuille privé, à partir d'une excellente compréhension de la situation financière du client, doit lui recommander une feuille de route qui est spécifique au client, qui, autant au plan de la politique de placement, qui est la répartition entre revenus fixes et actions ordinaires, comme on sait, qu'au plan du plan financier qui va lui permettre d'atteindre le plus efficacement possible ses objectifs financiers. Mais ça part toujours d'une bonne compréhension de la situation financière du client. Bon, alors là, on parle ici de politique de placement sur mesure, d'être capable de garder le cap. Je me souviens, je vous avais vu dans un reportage il n'y a pas si longtemps, quand ça s'est mis à couler un peu sur les marchés. Faut être capable de dire aux clients, ben là, faut pas changer nécessairement nos œufs, là, parce que ça veut pas dire que ça va planter du tamaternam non plus. Là. Comme on sait, on ne peut jamais prévoir à court terme le marché boursier. Mais qu'est-ce qu'on peut prévoir, cependant, à court terme? Ce sont la profitabilité de nos titres qui composent le portefeuille. Alors, en conclusion, vous emmenez ce graphique-là qui est disponible encore sur notre site, qui est notre fameuse boussole boursière. Oui. Le conseiller en investissement, le gestionnaire privé, doit être d'abord un professionnel, ça veut dire avoir beaucoup de transparence avec ses clients, d'être beaucoup intègre, avoir des façons d'être rémunéré qui sont intègres et honnêtes. Et de l'autre côté, il doit avoir beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences pour composer le portefeuille à moindre risque avec un potentiel de rendement adéquat. Avec les nouvelles règles que le fédéral a amenées au cours des 2 dernières années, là, beaucoup plus de transparence sur les frais, puis beaucoup plus de transparence également pour les courtiers et pour les gestionnaires, est-ce que ça va changer un petit peu la profession ou s'il y a encore des lacunes dans le sens où il n'y a pas assez d'individualisme au sein des différents portefeuilles, qu'on n'arrive pas encore à cerner nécessairement ce que les gens ont besoin ou pas? C'est une excellente question et la réponse est oui et non. OK? Bon, je pense qu'on est sur la bonne route, on est dans la bonne direction, mais on travaille encore beaucoup plus sur le contenant que sur le réel. Je vais vous donner un exemple typique, c'est que on peut avoir, mettons, 5 fonds dans un portefeuille, puis on va divulguer le rendement de chacun de ces fonds. Mais est-ce que le rendement global du portefeuille, qui est composé de différents fonds, de différentes sociétés, on va l'obtenir? Je ne le sais pas encore. Et est-ce qu'on n'obtiendra certainement pas encore le fameux repère ou le fameux barème ou l'indice de référence qui permet vraiment au client d'évaluer la qualité de la gestion de son portefeuille? C'est difficile, ça.
C'est difficile, mais d'un autre côté, on a les outils informatiques aujourd'hui pour le faire et on doit le faire. Pour joindre l'émission On s'investit,